Et nous voici partis avec l'enregistrement pour notre deuxième cours. On va commencer avec une question de Patrick. Oui. Donc, j'essaye le plus souvent possible, mais le principe, c'est que je mets les vidéos publiques, là, fait qu'il y a un principe de vie privée, fait que j'enlève les questions. Donc, je vais essayer de porter une plus grande attention pour être certain de répéter la question. Donc, t'as demandé ici, hein, c'était quoi, pourquoi est-ce qu'on n'entendait pas le reste du monde? Ben, c'est pour garder votre vie privée. Privée. Parfait. Donc, on va commencer ici. J'ai quelques petites notes. Je veux avoir ça prêt ici. Comme ça. Parfait. All right. Donc, la première chose sur quoi on va s'attarder, bon, je ne vais pas revenir sur les méthodes de conversion des différents nombres binaires en différents nombres hexadécimales. Donc, on a vu comment est-ce que ça fonctionnait dans le vidéo. Moi, ce que je vais juste faire savoir, c'est que il y a une panoplie d'outils qui nous permet de faire ça de manière un petit peu plus rapide, disons, okay, ou de manière automatique. Donc, la majorité des calculatrices, okay, que ce soit sur Windows, et ici sur macOS, je suis certain que la calculatrice sur n'importe quelle distribution de Linux a aussi cette fonctionnalité-là. Mais le principe, c'est, okay, quand tu es dans la calculatrice de base, tu vas avoir la possibilité d'avoir d'autres modes. Donc, il va souvent avoir le mode scientifique, puis il va avoir le mode programmeur. Donc, avec le mode programmeur, on peut aller traduire facilement des nombres. Donc, admettons que je veux savoir c'est quoi 256 en binaire. On a directement la représentation ici en binaire, ok? Puis, on peut aussi changer la base avec laquelle on va pouvoir le représenter. Fait que si je veux aller en hexadécimal, en base 16, on va tout simplement cliquer sur le 16, puis on a ici le 0x, hein, qui représente, c'est un préfixe, juste pour indiquer à n'importe qui regarde, hey, en passant, ce qui s'en vient, c'est en base 16, fais attention, même si c'est marqué 100, c'est pas 100, hein? C'est 100 en binaire, qui est en fait en décimale, en base 10, 256. Puis après ça, si j'ai un nombre décimal, toujours, on peut regarder ici les représentations en binaire. C'est pas le seul endroit où on a cette conversion-là possible, même dans notre gentil simulateur de PEP8. On va le ramasser ici. Une des fonctionnalités intégrées qui existe seulement pour être capable de nous aider, c'est le convertisseur qui est en haut ici. Donc le convertisseur ici, si je rentre, admettons, le 55 de tantôt, on peut voir ici qu'on a les différents éléments, encore une fois, de la représentation qui sont disponibles. Okay? Donc si je le mets en base 16, je peux voir que c'est 0x37. Ici, j'ai le 55, j'ai la représentation binaire, puis il va même nous dire, lui, c'est quoi la valeur, c'est quoi l'opération qui représente cette valeur-là en hexadécimal. Encore une fois, ça ici, c'est en utilisant notre gentille fiche d'aide de PEP8, hop là, où c'est qu'on peut voir que le DECI a besoin de 00110, 00110, puis après ça, on a le type d'adressage, qui est la prochaine information, qui est ici le AAA.
ben, dans ce cas-là, c'est l'information en fait qui va être dans la dernière case. Donc, ces deux dernières cases-là ici dans PEP8 sont utilisées pour nous aider à comprendre les différents mécanismes derrière juste les différents mécanismes de l'instruction. Ici, j'ai la question qui demande, c'est quand on le regarde ici, pourquoi est-ce que c'est marqué 0x? C'est, encore une fois, seulement pour dire à un utilisateur, un autre être humain, que qu'est-ce que je m'en vais marquer? C'est en hexadécimal. Donc, c'est un préfixe pour indiquer la base d'un chiffre, d'un nombre, en fait. Donc, quand j'écris 0x37, c'est pas 37, en fait. C'est 0x37. Ça vaut pas 37. Ça vaut, en fait, 55 en décimal. On peut même l'avoir en octal. Mais nous autres, on va pas mal travailler en base 10 parce que c'est la base que les mathématiques utilisent dans la manière généralisée de la chose. Mais la majorité des ordi aiment beaucoup mieux travailler en puissance de 2. Puis la puissance de 2 qui est comme la mieux gérée avec notre vision des choses, c'est en base 16 en hexadécimal. Donc, il existe d'autres bases. Tu peux être en base 12, tu peux être en base 14, mais il n'y a pas d'avantage à faire ça. L'hexadécimal existe parce que c'est une représentation facile de un paquet de 4 bits qui est l'unité de base, qui est l'unité de mémoire fondamentale de l'ordinateur. Puis, on pourrait y aller avec juste 3 bits, puis avoir de la base 8 à la place, mais on s'est rendu compte que ça faisait en sorte que c'était plus gros que le décimal, fait que ça plate un peu, là, ça choquait, fait que souvent on va juste y aller en hexadécimal. Ici, en passant, on me demande, l'enregistrement ne semble pas fonctionner. L'enregistrement, je le fais localement, avec OBS, c'est pour ça qu'on ne vous entend pas. Moi, je gère toute la gestion de la vidéo et de l'audio de manière locale, fait que c'est normal que vous ne voyez pas la pastille noire, rouge de l'enregistrement sur Zoom. Alright. Fait que on a ce principe-là, on est capable de comprendre qu'on peut transférer de binaire à décimal à hexadécimal, puis ça dépend du contexte, qu'est-ce qui est utile. Mais pour l'ordinateur, lui, cette conversion-là se fait comme automatiquement. Il n'y a pas de conscience de est-ce que c'est en hexadécimal, est-ce que c'est en décimal. Lui, c'est tout en binaire. Puis les représentations hexadécimales, c'est juste pour que nous, pauvres êtres humains, soient capables de mieux lire les choses. Alright. Fait que on avait vu, deuxième chose, que la représentation dans un ordinateur des nombres était capable d'être signée, non signée. On va voir la semaine prochaine le non signé. Signé, en passant, c'est en partie du signe, d'avoir un négatif. Donc, non signé, ça veut dire que ça peut juste être positif. Tu ne peux pas avoir de signe spécial. Signé, c'est indicatif que tu peux avoir un négatif. Mais on a vu cette semaine qu'on peut avoir une deuxième représentation dans un ordinateur avec des 0 et des 1. Puis, c'était des caractères textuels. Puis là, ici... ce principe-là, pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne, c'est pas très sorcier, parce que le principe d'ASCII, moi-même, dans mon jeune âge, quand j'étais en 3e année du primaire, j'ai inventé l'ASCII par moi-même. Fait que dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas d'ordinateur en classe, on n'avait même pas d'ordinateur à la maison. Fait que quand on voulait communiquer, pour dire à son coéquipier qui était de l'autre bord de la classe, c'était quoi la manière de battre le 4e monde dans Super Mario World, ben il fallait y écrire sur un petit bout de feuille de papier, puis plier ça, puis envoyer ça à l'autre bord de la classe. Puis évidemment, le professeur, qui nous avait séparés, parce qu'on n'arrêtait pas de parler, voyait qu'il y a un papier qui se traverse dans la classe, prend le papier, puis essaye de nous faire un public shaming, là, en lisant qu'est-ce qui était marqué sur le message. Bon, c'était des trucs sur des jeux vidéo, là, c'était pas très personnel, mais quand même, j'avais déjà un grand désir de vie privée, donc j'étais 20 ans en avance sur nos pratiques d'aujourd'hui de vie privée,
Puis, je me suis dit qu'il fallait être capable de communiquer d'une manière à ce qu'on n'était pas capable de voir qu'est-ce qui était écrit. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Du haut de mes 9 ans et demi, là, je me suis dit, pas de problème, hein? Ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre chacune des lettres de l'alphabet, puis pour chacune des lettres, on va y affixer un nombre. Hein? Et voilà. Fait que ça permettait, ok, ici, ce que du haut de mes 7 ans et demi, j'ai inventé ce qu'on appelle le principe d'encodage. Fait que le principe d'encodage, c'est d'être capable de prendre un type d'information et de le coder de manière numérique. Donc, quand on a commencé à construire des ordinateurs, puis à un certain point, on s'est dit ça serait le fun si l'ordinateur serait capable d'afficher des lettres. Ben, on s'est dit, OK, mais comment est-ce qu'on va faire pour sauvegarder des lettres dans un ordinateur? Ben, on s'est dit, pas de problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoder chacune des lettres, puis derrière, on va avoir un code d'encodage qui va nous permettre de dire, ben, si tu vois tel code, ça représente telle lettre, fait que c'est ça qu'il faut que tu affiches à l'écran, ou c'est ça qu'il faut que tu imprimes, ou c'est ça qu'il faut que tu gères derrière. Fait que c'est ça qui a créé ce qu'on a vu cette semaine dans le cours étant la table à ski. Donc, la table à ski, qui a une série de codes pour différents caractères. Hein? Donc, on peut voir ici le caractère, puis on peut voir le code derrière. Maintenant, on peut voir qu'il y a 4 colonnes. Il y a 4 colonnes. Une première qui est la représentation décimale. Hein, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blablabla. On a la représentation hexadécimale, hein, qu'on connaît maintenant. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, blablabla. Puis on a aussi la représentation octale pour le monde un petit peu bizarre. Ou en fait le monde un petit peu plus vieux. Parce que la représentation octale était utilisée initialement pour la table à ski de base. On a aussi les versions HTML qui est en fait une version plus weird de la chose. Okay? Si vous allez faire du web, vous allez rencontrer ça, mais nous autres, on va faire fi de cette colonne-là comme si on était des programmeurs d'assembleurs. Quelques éléments intéressants par rapport à la table à ski. Fait que là, on tombe dans un peu l'historique de la chose, là, de savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça, d'où c'est que ça vient, c'est quoi les choses bizarres qui existent avec ça. Là. Donc, premièrement, on a remarqué qu'il y a les lettres majuscules puis les lettres minuscules qui sont représentées de manière différente dans la table. Ça veut dire que, puis c'est pour ça aussi que quand on travaille dans la majorité des langages de programmation, hein, puis qu'on écrit, mettons, des noms de variables, ben la capitalisation est importante. Parce que derrière, hein, quand il sauvegarde l'identificateur, que ce soit un A majuscule ou que ce soit un A minuscule, ben c'est autant de différence qu'entre A et B. Parce que c'est juste un code ASCII différent. On peut voir qu'on a les différentes signes de ponctuation, donc le backtick, les accolades, on a aussi les numéros directement. On a l'espace, hein, donc quand on fait un espace, c'est considéré comme étant un caractère en tant que tel. Puis, on a un paquet d'autres caractères de contrôle, on va revenir à ça dans quelques instants. Fait que le principe ici, c'est on n'a jamais besoin de savoir ça vraiment par cœur, okay? Parce que même la majorité des langages vont nous permettre de juste utiliser des représentations ASCII d'éléments. Mais par exemple, il faut savoir comme quelques caractéristiques habituellement de la table ASCII qui sont importants de comme se garder en tête. C'est comme l'espace, c'est un caractère. On a la représentation des différents chiffres, la représentation des différentes lettres majuscules et minuscules qui sont tous en ordre croissant. Hein, donc ça va être un principe important à retenir. T'sais, si je fais A plus 3, ben ça me donne 3 lettres plus loin que A. On a ensuite... fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un fichier texte, ok, donc ici, j'ai un fichier texte.
OK? Donc, c'est assez simple. Ça dit « Allô la classe ». On a du texte. Fait que moi, je vais aller voir sur l'ordinateur comment est-ce que ce fichier-là est enregistré sur l'ordinateur. Pour bien voir qu'on ne vous montre pas de la pacotille, là. C'est real ce qu'on vous montre. Donc, ici, j'ai installé ce qu'on appelle un Hex-Editor. Donc, le Hex-Editor me permet de voir le contenu directement sur le dossier du fichier sur mon ordinateur. Puis, on va pouvoir voir à l'intérieur. OK? En fait, si on regarde le Hex-Editor, hein, ça ressemble étrangement à... pas pépite d'ouvert quelque part. Il a basculé sur mon autre écran. On le rapporte. Ça ressemble étrangement à notre memory dump. Hein? Donc, le principe des Hex-Editors, ça marche dans toutes les sphères. On a le principe de les différentes cases mémoire, les adresses de ces cases mémoire-là. Hein? Donc, on peut voir que ça, c'est la case 0, ça, c'est la case 1, ça, c'est la case 2, c'est la case 3, la case 4, la case 5, la case 0F. Hein? Puis quand on est à 0F, qu'est-ce qui se passe après? On passerait à 1, 0. Fait que là, ça devient 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, et ainsi de suite. Puis, pour chacune des cases, on peut voir okay, que ça représente un caractère dans mon fichier texte. Fait ici, à droite, puisque les caractères ASCII, c'est tellement reconnu, c'est tellement utilisé partout, que dans la partie de droite, il va y avoir toujours une représentation ASCII du whatever qui est en mémoire. Fait que des fois, ça veut représenter du vrai texte, mais des fois, ça veut rien représenter. Là, ici, on a vu que ça, c'était notre code hein, de notre programme qui avait pas rapport à l'intérieur. Puis, donc, quand je m'en vais regarder A ici, là, qui est 1, 2, 3, 4, le 41 ici, ça n'a pas de lien avec ça. Ça a rapport avec comme l'instruction qui est derrière. Mais lui, il nous affiche la représentation acquis comme si c'était important. J'ai une question de Félix. Ben, c'est un fichier binaire, c'est juste que tu sais pas c'est quoi le type d'encodage à l'intérieur. Un fichier texte, c'est un fichier binaire, c'est juste que la manière que c'est ordonné à l'intérieur, c'est qu'on sait que chacune des informations représente un caractère textuel. OK, donc admettons que on veut faire la distinction entre les deux. OK? Entre fichier binaire et fichier texte. Fait que je veux écrire un fichier binaire quelconque. OK? Fait que ce que je vais faire, admettons qu'à l'intérieur, je veux sauvegarder la valeur 51. Fait que le principe ici, c'est que moi-même, là, je sais pas si je peux rentrer du stock. Ouais, je peux pas rentrer du stock directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Je vais tricher. Et je vais rentrer ça comme ça. OK? Fait que le principe ici, c'est que je veux sauvegarder 51. OK? Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai écrit de manière binaire 51 dans le fichier. Est-ce que ça va jusqu'ici? Là, admettons que je prends un fichier texte. OK? Puis que j'écris 51. Hein? Qu'est-ce qui arrive quand je vais aller regarder la représentation binaire de ce fichier-là? Ben lui, ce qu'il va avoir, c'est le texte encodé avec chacun de ses caractères. OK, donc ici, la différence, c'est que quand j'encode du stuff en texte, chacun des caractères représente une information enregistrée. Mais si
j'écris des choses en binaire, j'écris directement en binaire dans le fichier que je veux sortir. Puis là, je n'aurai pas de représentation. Puis quand c'est en binaire, il faut comme savoir comment je l'ai enregistré, là. Hein, parce que là, je l'ai pris facile, là, parce que j'ai pris quelque chose qui rentrait dans un seul octet. Mais comme si j'aurais un gros chiffre, il faudrait que je sache combien de place qu'il prend, puis après ça, c'est quoi l'autre chiffre après. Tu sais, ça devient beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus compact. Est-ce que la distinction entre les deux est plus claire maintenant? Exactement, exactement. Donc, on a un fichier texte, on va revenir ici, on va continuer à regarder celui-là parce qu'il y a d'autres éléments intéressants à regarder à l'intérieur. Fait que, un élément intéressant, c'est, ici on va réouvrir, on va fermer ça, on va réouvrir mon gentil fichier lui-même. Tu veux avoir les deux en même temps? J'aimerais savoir les deux. Yeah! OK. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est, bon, j'ai des caractères, hein? J'ai différents caractères, j'ai un espace. Wow. Donc j'ai un espace. L'espace est aussi codifié. Hein? On avait vu que c'est en hexadécimal 20 hein, ou en décimal 32 pour représenter un espace. Donc dans le fichier, l'espace il compte comme étant n'importe quelle lettre. Puis après ça, qu'est-ce qui va être vraiment intéressant? C'est à la fin de la ligne, j'ai un saut de ligne. Mais ici, ok, là, ça adonne, là, ok, j'ai fait exprès là, un petit peu. Là. Où c'est qu'on a ce caractère-là ici à la fin de la ligne. Mais c'est un addon là, que ça donne que c'est la ligne précédente. Là. Si on change le texte, et je retourne voir son élément, je peux voir que lui, ok, il y a tous les caractères que j'avais. Puis après ça, il y a un caractère qui représente le saut de ligne. Fait que là, je vais aller voir. Ce caractère-là, c'est 0A. 0A. C'est A ici. C'est le line feed, ok, le new line. Vous avez déjà utilisé ce caractère ASCII-là. Mais vous, il y avait une autre représentation quand vous l'utilisiez, mettons, dans vos programmes en Java. Ça ressemblait à quoi, le new line, quand vous le faites, vous autres, en Java? La chaîne! Oh yeah! Fait que ce caractère-là est un caractère spécial, okay, qui n'a pas de vraie représentation visuelle. Hein, c'est un saut de ligne, c'est un concept. Donc, on ne peut pas juste avoir un caractère que je tape sur mon clavier qui représente ça. Fait que dans la majorité des langages de programmation, on va avoir des caractères spéciaux ou qu'on appelle des caractères échappés, des escape characters, qui vont commencer avec un slash, puis ensuite un autre comme élément après. Autre chose intéressante, en ce moment, on a un cas spécifique du fichier texte, ok? Fait que, on regarde ici, là, j'ai SUP, j'ai le 0A. On va changer une petite affaire. Je vais sauvegarder. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe avec notre fichier texte. Fait que j'ai changé un setting de mon environnement quelconque. Puis on regarde c'est quoi le résultat de ça. Fait que je peux voir ici, j'ai le SUP. Mais là, avant d'avoir la prochaine lettre, on a ici deux caractères. Le 0A, ok, qui est notre backslash n, on le connaît. Puis on a le 0D. Ouh! 0D. En fait, juste D, là. Hein, qui est le carriage return. Si on essaie de le faire dans un autre langage de programmation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi le caractère d'échappement de carriage return? Donc, backslash R représente le carriage return. Fait que là, la question, c'est mais pourquoi? Donc, on peut voir en ce moment que dans mon éditeur de texte, j'ai la possibilité de choisir comment je représente la fin d'une ligne. Soit que je le représente par un line feed,
soit que je le représente par un carriage return line feed. Donc, il y a comme deux éléments. Fait que là, pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, il faut comprendre d'où vient la table ASCII, ou plutôt quand est-ce que la table ASCII a été créée. Donc, ici, la première version de la table ASCII, OK, 1968. Ça, là, c'est, si vous me permettez l'expression, old as... Hein? Donc, c'est très vieux. Particulier, c'est centenaire. Hein? En fait, c'est presque rendu centenaire. C'est des dinosaures dans le monde de l'informatique, le 1968. Fait qu'il faut comprendre c'était quoi l'environnement de l'informatique dans ce temps-là. Hein? En 1968, on n'avait pas un ordinateur à la maison. En 1968, on n'avait pas des ordinateurs dans un laboratoire à l'école. En 1968, il y avait quelques universités qui avaient un ordinateur. Okay? Donc, une salle, en fait, qui était un ordinateur. Aussi, ici, il y a quelqu'un qui parle des punch cards. C'est effectivement le genre de choses qui travaillaient dans ce moment-là. Puis, fait que ici, que pour ceux qui... on a... Donc, le principe des cartes perforées, c'est pour être capable d'envoyer des instructions machines. Okay? Donc, le principe, c'est que nous, qu'est-ce qu'on est en train de coder en assembleur, là? Nos 0 puis nos 1. Ben, il fallait l'écrire manuellement, le langage machine. Donc, c'est un précurseur de l'assembleur. L'assembleur, ça n'existait pas encore. On avait seulement le langage machine. Puis, il fallait, pour chacun des éléments, dans ce temps-là, c'était des décimales, c'était même pas des octets encore, il n'y a pas encore ce concept-là. On perforait les trous qui nous permettaient de construire le code machine qu'on avait besoin. Puis ça nous faisait nos instructions machines qu'on pouvait envoyer. Fait qu'on peut comprendre ici qu'on n'avait pas de clavier. Okay? On ne pouvait pas rentrer des choses. Puis inversement, on n'avait pas non plus d'écran. Des écrans, là, c'est genre 20 ans plus tard. Là, okay? On n'avait pas de manière de visualiser de manière interactive les instructions qu'on donnait. Fait qu'est-ce qu'on avait à la place pour être capable de sortir de l'information? C'était une imprimante. Donc c'était, tu rentrais ton programme, puis ça allait imprimer sur une affaire à ruban, là, okay, le résultat de tes opérations, de tes calculs, de ton programme. Fait que quand on a développé la table ASCII, c'était pour contrôler une imprimante. On a généré ça. Puis, il faut comprendre que les premières versions d'imprimantes, là, okay, c'est pas les gros Xerox là, okay, qui sont dans des entreprises puis à l'école. Là, okay. Les premières imprimantes étaient basées sur la technologie de typographique automatique la plus fancy du temps, qui était des dactylos. Hein? Les dactylos. Attends, on va... Hein? Donc, des gentils dactylos. Donc, qui nous permettaient de taper. OK, c'est un ruban qui frappait sur l'élément, puis ça nous permettait de faire avancer. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? Comment ça marche un dactylo? C'est que on a ici les touches qui frappent. Ça frappe toujours dans le milieu du dactylo. Qu'est-ce qui nous permettait de taper de manière différente? C'est qu'on avait un ruban ici, puis le ruban, lui, bougeait okay, de manière horizontale pour faire en sorte que tu tapes dans le milieu, mais la page à l'avance fait que ça fait en sorte que tu peux taper différents caractères. Puis quand tu voulais changer les lignes, ben, tu faisais une rotation du ruban pour être capable d'aller une ligne plus loin. Mais le principe, c'est que quand tu tapes, tu tapes. Quand tu arrives à la fin, tu changes de ligne, mais tu es encore à la fin de la ligne. Fait qu'il fallait que tu ramènes okay, le ruban au début pour être capable de dire, ben, j'ai été à la prochaine ligne, puis je suis revenu au début de la ligne.
Fait que le ruban, là, en anglais, on pense que ça s'appelle comment? Un synonyme du ruban, c'était le chariot. Hein? Donc, un retour de chariot, c'était de ramasser, puis, tu sais, comme si tu vois des films là, de détectives là, noirs, là, là, ça fait ch'ting! Ben, ça, c'est le retour de chariot. C'était les versions automatiques, là, on n'était pas rendu là. Mais le principe ici, c'était que pour revenir au début d'une nouvelle ligne, ça prenait 2 actions. Une action pour aller une ligne plus loin, puis une action pour revenir au début. Fait qu'on avait 2 codes. Un pour le saut de ligne, puis un pour le retour de chariot. Puis après ça, tous les autres éléments, c'était tous des caractères de contrôle pour l'imprimante, qui nous permettaient de dire, ben, l'imprimante a besoin de telle affaire, l'imprimante a besoin de telle affaire, ok, l'impression est finie, on fait sonner la cloche, ok, donc il y a un caractère qui est une cloche, ça n'existe plus, là, ça fait plus rien ce caractère-là, là. Mais ça peut envoyer à l'imprimante un code de contrôle. Félix. Ben, sur l'imprimante, non. Mais, là, ici, il faut comprendre que en 1900, comme fin 70-80, quand on a arrêté d'utiliser les imprimantes comme étant le médium d'affichage principal, tous nos programmes travaillaient déjà avec le \r, \n. Fait que quand on a transitionné à utiliser des écrans, on a pris tous ces éléments-là, puis on a juste fait en sorte que le code fallait qu'il marche. OK, il fallait qu'il soit backwards compatible avec ce qu'on avait avant. Fait que ça fait en sorte que les premiers écrans travaillaient de la même manière avec le \r, \n. Puis cette coutume-là, OK, a été gardée à travers les âges, majoritairement à cause de Microsoft, qui ont décidé que leur fichier texte par défaut, les sauts de ligne, c'était un \r, \n. Okay? D'autres systèmes d'opération ont décidé des fois d'utiliser juste le \r, des fois juste le \n. Okay? Là, on commence à aller vers un nouveau futur là, où c'est que juste le \n va pouvoir être utilisé, mais pour vous donner une idée, la version de Notepad de Windows, okay? Jusqu'à l'an passé, okay? 2020, la version de Notepad de Windows n'était pas capable de traiter des fichiers texte qui avaient seulement des \n. Il fallait absolument qu'il y ait des \r, \n, sinon il ne faisait pas de saut de ligne dans l'affichage. Fait que ça faisait en sorte que tu pouvais ouvrir un document, dans l'éditeur de code Visual Studio Code, que lui, il comprend les différentes versions. Tu avais un affaire avec des sauts de ligne, tu ouvrais ça dans Notepad, tu n'avais pas de saut de ligne. Fait que c'est assez drôle, hein? On a cette prémisse-là avec le code ASCII. Cool. Fait que ça fait un peu le tour des codes ASCII. Donc ici, il y a Notepad++. Ça, c'est un autre logiciel qui vient de quelque part d'autre. Puis on a maintenant Visual Studio Code, aussi fait par Microsoft, mais qui est bien fait. Fait que ça va bien. Ah oui, j'ai pas fini de parler des ASCII. Les ASCII, c'est tellement plein d'historique. Fait que ce qu'on peut remarquer ici, c'est que le code ASCII s'en va jusqu'à 127. Puis, il y a plusieurs caractères, particulièrement pour nous, farfelus francophones, des caractères qui sont manquants, particulièrement tout ce qui est accent sur les différentes lettres. Fait que pour avoir un accès à ces accents-là, il faut utiliser ce qu'on appelle la table ASCII étendue. Donc, pour la table ASCII, il n'y avait pas beaucoup de monde, puis, c'était majoritairement des anglophones dans ce temps-là, fait qu'il y a eu un consensus, puis tout le monde s'est bien arrêté sur la table ASCII de base. Mais, quand est venu le temps de la table ASCII étendue, décider c'est quoi les différents caractères qui vont aller de 128 habituellement à 256, pour que ça reste, 255, pour que ça reste à l'intérieur d'un octet. Là, on ne s'est pas entendu pantoute, parce qu'on avait comme pas assez de caractères, fait que là, dépendamment de où tu es, tu vas avoir différentes tables ASCII étendues. Puis, non seulement par rapport à où tu es, mais qu'est-ce que tu utilises comme système va avoir des tables ASCII étendues différentes.
Fait que ça ici, si vous avez déjà eu un fichier que vous aviez enregistré avec des accents, vous le passez à quelqu'un d'autre, la personne d'autre l'ouvre, puis les accents sont tous bizarres sur son ordinateur, ben c'était parce que les tables ASCII étendues étaient différentes. Donc, derrière, ça l'encode dans des codes numériques. Ben, si la table de traduction là, est pas la même entre les deux, c'est sûr que ça va exploser d'un bord à l'autre. Puis, on n'a pas réussi à s'entendre, OK, en tant que bons ingénieurs du monde, là, on n'a pas réussi à s'entendre pour une table ASCII étendue qui était correcte. En tout cas, uniforme pour tous. La version uniforme, elle est venue dans l'ère du mobile avec ce qu'on appelle la norme Unicode. Donc, la norme Unicode a essayé de dire tout ce que le monde est capable d'écrire, on veut être capable de le codifier d'une manière simple et efficace. La problématique, c'est que c'est extrêmement compliqué l'affichage de langue, okay? Particulièrement toutes les langues qui ne descendent pas de notre gentil alphabet de 26 lettres. Fait que la norme Unicode, c'est quelque chose comme genre 12 000 pages. C'est pas quelque chose qu'on va regarder. Nous autres, on va s'arrêter puis on va dire, on fait assemblant qu'il y a juste les 128 premiers caractères, puis le restant, on va essayer de l'éviter le plus possible. OK, fait que tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. C'est ici. Fait que là, on peut l'UTF-8 et l'Unicode sont effectivement liés très proches. Okay? Donc, l'UTF-8, c'est une manière de sauvegarder les éléments pour que ça soit ensuite représenté par rapport à la norme Unicode, mais c'est pas synonyme, okay? Parce qu'il y a aussi le UTF-16, puis il y a d'autres manières de représenter l'Unicode. Mais la manière de sauvegarder de l'Unicode qui est la plus répandue, c'est effectivement le UTF-8. Le UTF... Je me souviens plus, c'est Universal quelque chose. Là. Unicode Transformation Format. Okay, donc, il y a différentes versions de la norme pour dire un élément, ou un symbole, ou un comme chose représentée va être codé sur combien d'informations. Donc, tu as le UTF 7, 8, 16, 32. Mais ça, l'UTF-8, c'est comme le plus répandu pour représenter la norme Unicode en ce moment. Il y a eu une distinction, on n'était pas sorti entre 16 et 8 parce que des fois la taille était plus gros, mais que c'était plus facile d'afficher certains caractères. Donc, mais en ce moment, l'UTF-8 semble gagner. On s'en reparle dans 5 ans. Fait que là, maintenant, on est capable de vraiment comprendre comment est-ce que on a cette représentation-là ici, mettons, d'un programme quelconque, qui va être capable d'être représenté dans la mémoire d'une manière complètement binaire. Hein? Donc, on a les instructions que nous, on sait que derrière, c'est représenté par BR, un code quelconque. Okay, donc 0000. Donc ici, ça va être important, là, quelque chose qui va falloir construire comme compétence. Ça va être d'être capable de traduire 4 bits en un code hexadécimal. Donc habituellement, de traduire des choses, c'est pas vraiment important de savoir comme les règles puis ainsi de suite, mais d'être capable de compter de 0 à 15 en binaire puis en hexadécimal, ça va devenir une compétence qui est importante dans la gestion de votre métier, okay? Parce que c'est tout le temps la représentation qui va être utilisée pour toutes les données. Fait que on peut ici décortiquer, dire que ça va être 0, puis ça va être 0, 1, 0 quelque chose. Donc ici, ce 1-là, hein, si on y va en binaire, le premier, il vaut pour 1, ça vaut pour 2, celui-là, il vaut pour 4. On va zoomer in un petit peu, là, juste être certain qu'on voit bien les choses. Donc, on a ça ici. Le premier, il vaut pour 1. Le deuxième vaut pour 2. Le deuxième vaut pour 4. Le quatrième vaut pour 8. Donc, celui-là, ça vaut 4. Puis là, après ça, le A, ben, ça va décider du type
d'adressage. Hein. Donc, si on s'en va dans notre spec, puis on s'en va voir les A, ça peut être quoi? Ça peut être soit 0, ça peut être 1. Donc, habituellement, ceux-là, en ce moment, on va pas les utiliser. Là. Nous autres, les deux qu'on va utiliser, c'est l'immédiat et le direct. On va voir dans quelques semaines c'est quoi la distinction spécifique entre les deux. Mais, si on utilise le 0, ici, on peut voir que ça va être le 0,4. Hein? Puis, si on s'en va ici, on peut voir que c'est effectivement le BRI, le 0,4 est là. Puis après ça, l'information qui vient, hein, parce qu'on se rappelle en PEP8, chacune des instructions, c'est 3 octets habituellement. Donc la première, c'est le opcode, donc le code de l'opération, qui est le BR dans ce cas-ci. Puis après ça, on a l'information qui est indiquée à l'intérieur. Puis là, l'information va dépendre du endianness de notre élément. Donc là, ici, avec... Oups, j'ai cassé des choses, moi, là. Donc, avec le endianness ici, on l'a dans le même ordre. OK. On a une question de Engelbert. Engelbert. C'est quoi la différence entre les deux? Ouais. Je vais soutenir ta question un instant parce que justement, on va aller voir un exemple qui va nous démontrer c'est quoi la différence entre les deux. Fait que, on va aller regarder ça, puis on va jaser de c'est quoi qui se passe avec ça. Fait que c'est justement, ça c'est la fin de notre partie sur les tables à ski. On va maintenant jaser sur la gestion d'un programme en tant que tel. Donc, dans les notes de cours, là, on avait ici, on va ressortir ça direct ici. On avait un gentil graphique qui me permettait de voir comment est-ce que le programme partait de notre code source puis se retrouvait à être un programme réel. Hein, que je pouvais exécuter. Donc, le principe, c'est qu'on part de notre code source, on le met en assembleur, mais c'est pas tout de suite un exécutable. Okay? Parce que ça va devenir ce qu'on appelle un objet ou un programme objet. Cet élément-là, ça va être en gros tout ce qu'on a écrit en code semi-machine, mais il va y avoir un dernier élément de transformation qui va être l'éditeur de liens, okay? Ou en anglais, ce qu'on appelle le linker. Puis le linker, ce qu'il va faire, c'est que si le programme objet a besoin de d'autres informations, mettons des bibliothèques ou d'autres fonctions qui viennent de d'autres parts, il va pouvoir les lier ensemble. Puis ça va faire en sorte aussi que si en les liant ensemble, les différentes adresses changent, lui, il va être capable de faire le décalage requis pour être capable de bien représenter ça dans le programme final qui va pouvoir être exécuté. Pour bien comprendre ce mécanisme-là, on va regarder un exemple dans un autre langage, puis à la place d'utiliser de l'assembleur, on va utiliser un compilateur, donc qui va utiliser un langage, le langage C, qui va pouvoir faire cette première étape-là. Fait qu'on va avoir un programme source, puis à l'intérieur, on va avoir un compilateur qui va me donner le programme objet. Puis on va regarder ce que ça donne. On s'en va ici. Donc, c'est du C, OK? Mais en ayant déjà fait du Java, on peut très bien voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'ici. OK? Donc, il ne devrait pas avoir trop de pertes par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de ça. Donc, un programme en C, son main, OK, n'a pas besoin d'avoir n'a pas besoin d'avoir les paramètres d'entrée. Tu peux, mais c'est pas nécessaire. Est obligé d'avoir un retour qui est un numéro. Donc, vous irez faire 31, 35, là, qui est système d'exploitation pour savoir tout le principe derrière ça. Là, ici, on fait juste voir le fondement, puis on va voir c'est quoi le code assembleur qui est généré par ça. Fait que on a ici
le main, ok, on a deux déclarations de variables qui font rien, ok, donc ce programme-là fait rien pantoute, là. Hein. On se le cache pas, là. Puis on retourne une information qui est nécessaire. Mais on va aller regarder à quoi ça ressemble quand je représente ça en assembleur, puis qu'est-ce qui se passe avec derrière. Fait que on va ici. Je veux. Celui-là. Fait qu'on va aller regarder un peu d'assembleur qui est de l'assembleur de x64. Hein, donc nous autres, on a utilisé le PEP8 là. On va aller regarder c'est quoi ça, à quoi ça ressemble de l'assembleur d'un autre gang. Fait que l'assembleur d'un autre gang ressemble à ça ici. Ok, donc il y a un paquet de points, puis on va voir que les directives, c'est quelque chose qu'on a nous autres aussi, ok, de notre barre. Puis après ça, on a les différentes instructions. Puis on peut voir que on peut quand même semi-comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc il y a d'autres nomenclatures, il y a d'autres manières de regarder les choses, là. Mais on peut voir qu'on a une instruction, on a des informations, puis on a, ok, sûrement un endroit ou une adresse ou un registre dans lequel je vais vouloir insérer les choses. Fait que si je regarde ici les informations qui se passent là-dedans, là, ok? Y a-t-il des choses que je peux spotter comme étant la représentation d'une des instructions à l'intérieur de ça? Yacine. Exactement. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à leurs adresses? Qu'est-ce qui est intéressant? Ici, donc le moins, là, c'est par rapport comme au stack de ce registre-là. Puis là, il y a comme des affaires spéciales qui se passent, là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 de différence entre les deux. Pourquoi est-ce qu'il y a 4? Exactement. Donc ici, le principe, c'est hein, quand on déclare une variable, là, on déclare son type. Puis qu'est-ce que ça implique le type? Ça implique une donnée okay, qui est structurée d'une certaine manière avec des limitations. Donc ici, quand je parle d'un int, là, si je regarde le int, dépendamment de l'architecture, le int va être de 2 ou de 4 bytes. Hein? Donc, de moins 2 à 2 Donc, le principe ici, c'est que le int va être de 4 bytes de grosseur. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire que si je change le type, puis qu'on refait la même opération, ça ici, ça devrait changer. Admettons que je mets un long à la place. Hey! Fait que, si je vous demande, en ce moment, puis là, ici, c'est en C, ça dépend de l'architecture, puis là, en ce moment, on est dans x64, mais je te demande, en ce moment, sur mon ordinateur, là, avec la compilation que je viens de faire, le long, il est comme en gros. De 8 octets, hein, parce que de 16 à 24, on a 8. Hey! On a Yacine. Ouais. En fait, ici, le MOVL te permet de transférer 32 bits, 4 octets d'un coup. Le MOVQ te permet de transférer 64 bits d'un coup. Donc, c'est la version pour transférer cette taille-là d'un coup.
Ben ici, il y a un paquet d'éléments, puis en fait, on va aller regarder une représentation de qu'est-ce qui se passe avec le inMain, mais c'est comme un setup d'une fonction puis de ses paramètres, là, fait qu'il y a comme pas mal de connaissances qui viennent autour, là, fait qu'il n'y a pas une instruction spéciale qui vient avec, là. C'est plus complexe que comme qu'est-ce que je veux voir aujourd'hui. On a Kevin. Ben certainement. Donc ici, on peut voir que c'est de moins 16 à moins 24. On a une différence de 8. Puis là, si je reviens à mon int, je peux voir que je passe de 8 à 12. Une différence de 4. J'ai une autre question de... Il va falloir que tu me dises comment prononcer ton nom quelques fois pour que je me rappelle. Engelbert. C'est bon. Ici, fais attention, là, c'est pas un move long, c'est juste un move L. C'est un move L, c'est pour 4 bytes, puis un move Q, c'est pour 8 bytes, comme il n'y a pas de traduction directe, là. Ouais. Parce que celui-là ici, c'est pour le retour. Le retour qui est resté un int. Donc le retour qui est un int, lui, va garder sa taille de 4. Ben, ici, c'est la référence sur la place dans l'adresse mémoire. Donc ici, ça te dit que tu t'en vas le mettre à 4 de distance, puis là, tu t'en vas le mettre à 16 de distance, puis là, tu t'en vas le mettre à 24 de distance pour juste qu'il y ait assez de place pour que tout rentre. Ça ici, c'est parce que c'est en référence au stack pointer en ce moment. C'est quelque chose qu'on va voir comme genre dans 6 semaines. Fait que puis ici aussi, c'est pour ça qu'on ne fait pas directement de l'assembleur d'un vrai CPU, parce qu'il y a un paquet de connaissances qu'il faut avoir préalablement avant de pouvoir commencer à faire n'importe quoi qui est simple. Fait que, on peut voir pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du x64 dès le début. Mais je voulais quand même voir la différence entre les deux. Fait que, deuxième chose qu'on va regarder, on va faire ça ici. Non, je vais prendre des ints. OK. Donc, en C, OK, tu peux compiler le programme puis avoir un exécutable directement. Fait qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait pour toi... il fait pour toi de programme source à programme d'objet chargé d'une shot. Fait qu'il va automatiquement appeler le compilateur, puis il va automatiquement appeler l'éditeur de lien, le linker. Par contre, on peut le forcer à juste faire la partie de compilation, puis de nous donner, OK, le fichier objet directement. Fait que ici, celui-là. Donc, le fichier objet, OK, qui est à l'intérieur, va avoir le code machine, OK, de notre programme. Puis, pour s'aider un petit peu, on a un gentil petit outil. Qui va me permettre de voir ce qu'on appelle le listing. Hein? Donc, on avait vu le listing ici, qui était notre code d'assembleur, OK? Puis les adresses, puis le contenu de ces adresses-là, pour être capable de mieux voir qu'est-ce qui se passe. Fait que, on a, en ce moment, notre programme, hein? Int main, x égale à 10, y égale à 15, return 0. Puis on peut voir pour chacune comme des blocs, c'est quoi les instructions d'assembleur qui sont rattachées à cet élément-là. Fait qu'on peut voir ici, on a notre x égale à 10, OK, qui est 10. On a notre
y est égal à 15, hein, qui est le move 15. Puis, on peut voir ici les instructions qui viennent derrière. Fait que là, la question, c'est, il est où le 10 et le 15 là-dedans? Fait que tu dis que c'est F8. OK? Fait que, mettons qu'on regarde F8. Mettons qu'on veut s'aider, là. OK? Je cherche 10. Puis, c'est en hexadécimal. Ça donne A. Où c'est que j'ai un A? Après notre petit F8. OK? Fait qu'on peut voir ici que la valeur est ici. On veut vérifier. Ici, on a 15. Ben, 15, ça me donne combien? Là, ici, en passant, je le fais pour vous. Là. Moi, vous devriez être capable de dire que 15, je sais que c'est F. Hein? Ultimement, on veut arriver à cette facilité-là. Donc, on a le F qui est ici. Puis, on est capable de voir que c'est bien ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent? On peut voir que le C745, 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 les trois sont pareils. Fait qu'on peut ici, donc, assumer que l'opération MOVL ou MOVL, c'est le opcode C745. Puis là, après ça, ce qui nous reste, c'est comme l'adresse à laquelle c'est envoyé. Puis là, je peux voir ici qu'il y a 4 de différents entre chacune de ces 3 octets-là ici. Là. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'on peut bien voir que, OK, on a le 4, 8, 12, là, il est représenté à l'intérieur de ça, mais il est comme représenté à partir de FF. OK? Fait que c'est de là que vient le moins quelque chose. Puis encore une fois, c'est à cause de l'aspect et ainsi de suite. Là. Mais si je fais FF moins 4. OK? Ici, en fait, ça va être 1. Je vais l'avoir en 16. 1, 0, 0. Moins 4. OK? Donc, si je pars de comme le maximum, puis je fais moins 4, j'arrive à FC. Si je fais un autre moins 8 là-dessus, OK? J'arrive au... Ah ouais, là, c'est nous autres, on était des 4 bits, là. On revient en arrière. 1, 0, 0. On commence, on dit... Moi, j'étais à moins 4 de ça. Moins 4. Je suis à FC. À partir de là, je fais un autre moins 4. OK, pour arriver à moins 8. Je vais faire moins 8, moins 4. J'arrive à F8. Encore une fois, si je fais, mettons, 1, moins 12, donc je pars tout le temps de 1, 0, 0, je fais le moins ça, puis ça me donne l'adresse ici. Fait que tu peux voir que la traduction de comme l'adresse, ici, c'est comme un... C'est un index à partir du stack pointer de ce registre-là. Là. Fait que ici, il y a des choses différentes qui se passent. C'est très sommaire ce que je suis en train de dire. Là. Mais on peut voir que cet adressage-là est représenté ici. La dernière chose que je veux regarder par rapport à ça avec vous, ça va être justement le principe de endianness. Fait que si on regarde dans PEP8 et que j'ai l'information où je veux aller, admettons, regarder ça ici. OK? Donc, on a vu que le branch, on avait le 0,4, puis là, on avait une information qui était 1,0,0D. Fait qu'on a ici l'information directement 1,0,0D. Fait que ça ici, c'est le Big Endian. Le plus gros, il est à gauche. Si on fait quelque chose de semblable ici, à la place de mettre 100, je vais mettre 1000 pour que ça ne rentre pas à l'intérieur de juste un octet. Comme ça, comme ça. Fait que, on peut voir, c'est le même principe. On a le moins 4, le moins 8, le moins 12. C'est tout fit encore. Mais là, on est rendu à 1000. Fait que là, la question, c'est là-dedans, là. Il est où le 1000? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire ça? Excellent guess. On va voir si ça fonctionne. Donc, on a dit E8, 0, 3. Ça me donne 59 395. Ce n'est pas 1000.
Mais c'est un excellent guess, ok? Puis là, ici, on va voir pourquoi le Indianness, ça fait quelque chose dans la vie. Donc, le Indianness nous dicte que l'ordre des octets peut être chamboulé. Hein? Donc, quand on a un Big Endian comme PEP8, l'ordre des octets va être dans le même ordre que nous, en tant qu'être humain, on est habitué à lire. Okay? Ça veut dire que la première information va être l'information la plus importante. Quand on est en Little Endian, comme dans les processeurs de desktop courants, l'information la plus importante va être à la fin. Félix. Oui, oui, c'est ça. J'utilise le terme anglophone parce que bouddhisme, je sais pas si ça sonne comme bouddhisme dans ma tête. Mais oui, Indianness et bouddhisme sont synonymes. C'est la traduction anglophone de la chose. Donc, ici, on a du petit bouddhisme. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire que les derniers, c'est les plus grands. Fait ici, pour être capable de calculer ça, il faut prendre... Oups, je ne vais pas sortir de ça. Il faut prendre les derniers. Fait que c'est comme ça devient 0, 0, 0, 0, 0, 3, 8. OK, donc on les a pris à l'envers. Puis là, si on arrive, là, on a le 1000. C'est là qu'on voit que le Indianness, OK, puis pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça de même, là? Hein? La question qui tue, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça de même? Le principe, c'est que pour l'ordinateur, derrière, les mécaniques derrière, là, la manière qu'il va calculer les choses, pour lui, c'est beaucoup plus facile de gérer le moins significatif en premier. Fait que si lui est capable de lire dans ce sens-là, pour lui, il va pouvoir être plus efficace. Tandis que si on est en Big Endian, OK, ça va être plus lisible. Fait que le x86 a décidé d'être en Little Endian, fait que ça fait en sorte qu'il faut faire attention quand on regarde les données. La dernière donnée est la plus importante. Fait que là, je me souviens plus qui c'est qui avait posé la question tantôt, là, mais on vient de faire le tour de c'est quoi la différence des Indianness. J'ai Louis. On est là pour ça. Ouais, quand on dit Little Endian, c'est que la première information est la moins importante. Comme quand tu le lis, le Little Endian, c'est que la première information, c'est la moins importante. Alright. Super. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce qu'on voulait regarder pour le cours. Une autre question? Non, il a baissé la main, je ne sais plus. Si, tu relèveras la main s'il y a d'autres choses. La dernière chose qu'on veut regarder, ça va être un peu la préparation pour mercredi. Donc, mercredi, on va entamer notre premier travail pratique. Donc, on va regarder les outils qui vont nous permettre de commencer à travailler avec ça. Le principe, c'est que le premier travail pratique va être en deux parties. Une première partie qui ne sera pas en assembleur direct. Donc, on va vous fournir une classe en Java qui va vous permettre de construire un algorithme. Puis, à partir de cet algorithme-là, dans les semaines subséquentes, vous allez pouvoir le traduire en assembleur. Donc, sur le site de cours, je vais mettre en ligne... si vous voulez le regarder en même temps, mais on va le regarder sommairement aujourd'hui. Vous allez travailler avec cette semaine. Afficher la section. Donc, on a une classe.
okay, qui s'appelle PEP8, qui nous donne les différentes fonctionnalités d'entrée-sortie de PEP8. Puis à partir de là, vous allez être capable de construire un programme qui va avoir votre propre algorithme, mais qui va utiliser les fonctionnalités d'entrée-sortie qui vont être les mêmes qu'en assembleur. Fait que ça va vous préparer à bien gérer votre programme. Fait que le principe, c'est que cette méthode-là nous donne, OK, les différentes fonctionnalités, les différentes méthodes. C'est toutes des méthodes statiques, là, fait que tu fais juste invoquer la classe, puis tu peux directement commencer à l'utiliser. Pour aller chercher de la lecture d'entier, pour être capable de écrire, okay, de faire un affichage d'un entier. On va avoir la lecture de un caractère, la sortie d'un caractère, puis après ça, 2 sorties de chaîne de caractères, puis le stop qui permet d'arrêter le programme. Fait que le principe, c'est qu'on va vous demander, bon, on va vous donner une problématique, on la regardera dans quelques instants. Avec cette problématique-là, on va vous demander d'écrire un programme en Java qui va implémenter ces différentes, qui va utiliser ces différentes méthodes-là, puis qui va implémenter un algorithme qui va être traduisable en assembleur. Fait que ici, sur j'ai-tu pas mis ça? Ouais. Okay. Fait que sur le site, il y a une espèce de liste de règles qu'il faut suivre pour pas vous tirer dans le pied quand vous allez faire votre algorithme en Java, pour être capable de pouvoir le traduire facilement en assembleur par la suite. Fait que le principe, c'est il faut utiliser le moins de stuff possible de Java. OK? Fait que t'as pas le droit d'utiliser des bibliothèques, t'as pas le droit d'utiliser les collections, t'as pas le droit d'utiliser des listes, t'as pas le droit d'utiliser rien de ça. Tu ne peux pas utiliser des multiplications, divisions ou n'importe quoi qui est inconnu de PEP8. Le PEP8 est capable de faire des additions, des soustractions. Si il faut que tu ailles faire autre chose, il faut comme que tu ailles une boucle, il faut que tu ailles quelque chose d'autre qui est capable de le faire manuellement. On n'a pas d'opération de multiplication, de division dans PEP8. Tu dois utiliser les méthodes qui sont fournies par la librairie pour faire l'affichage. OK? Puis, l'utilisation de string ne devrait pas être incluse dans la fonctionnalité, dans l'algorithme que vous faites. Les strings devraient seulement être utilisés pour un affichage final ou une dernière opération de juste un menu ou quelque chose de même. Là. Ça ne devrait pas être une structure de données qui est modifiée ou qui est travaillée dans ton algorithme. Il n'y a pas de new, hein, parce qu'on n'a même pas ce principe-là. Donc, pas de tableau. On doit utiliser la classe pour les entrées-sorties. Ne faites pas plusieurs classes. En fait, pour l'instant même, vous devriez avoir juste une fonction qui fait tout. Pas de package. Donc, si après ça, il y a d'autres questions par rapport à ce que vous avez le droit ou pas droit d'utiliser, juste demander. Encore une fois, le principe, c'est que vous devriez faire un algorithme qui va vous aider à le traduire en assembleur par la suite. Fait que mercredi, vous allez utiliser cette librairie-là pour commencer à travailler sur le premier travail pratique qui va traiter d'un gentil Caesar Cipher. Donc, on parlait d'encodage, on parlait de cacher des messages à son professeur. Donc, d'autres personnes qui faisaient la même chose dans ma classe n'avaient pas utilisé des valeurs numériques pour être capable d'encoder leur message, avaient encrypté leur message. Donc, où il y avait chiffré, en tout cas. Fait que peut-être qu'il était plus enclin aux langues quand moi je suis plus enclin aux chiffres, je sais pas. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Mais on avait une deuxième méthode qui était, OK, le Caesar Cipher. Qui me permet de prendre une série de lettres puis de pouvoir la transformer en une autre série de lettres par rapport à un décalage. Fait que le principe, c'est que si, mettons, tu as le texte suivant,
tu te donnes une liste qui est décalée par rapport à la liste originale. Puis pour chacune des lettres, ce que tu vas pouvoir faire, c'est aller chercher la lettre, puis tu vas pouvoir prendre la lettre équivalente pour aller la traduire. OK? Puis quand tu reçois cette version-là, tu peux utiliser ta clé de déchiffrage pour aller reconstruire le texte initial. Donc le principe, c'est qu'on va avoir l'implémentation du Caesar Cipher, okay, avec une clé de chiffrement qui est variable, donc qu'on va pouvoir décider je le tasse de combien. Il va falloir être capable de encoder, de décoder. Puis on va aussi avoir des fonctions avancées pour être capable de vraiment faire un double chiffrement entre les consonnes, les voyelles, des choses intéressantes comme ça. Fait que le principe du Caesar Cipher, ça va nous donner un bon point de départ pour notre premier travail. Puis c'est ça que vous allez coder mercredi dans le laboratoire pour commencer à travailler. Puis ultimement arriver à traduire ça en assembleur. Mais on va commencer avec le principe de on fait l'algorithme dans Java. Puis une fois qu'on a ça, on va le traduire. Oui, Angélbert. Fait que le principe ici, là, l'énoncé va venir avec mercredi, là, il n'est pas encore finalisé. Mais le principe, c'est qu'il va falloir avoir, mettons, un programme où c'est que tu dis je veux décrypter quelque chose, je veux avoir une clé de 3 de différence, puis après ça, tu vas pouvoir écrire le texte que tu veux encoder. Fait que là, tu dis allô la classe. Là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire ok, en fait, je veux encrypter. Je veux encrypter les choses. Fait qu'il va prendre l'information, il va dire ok, c'est un A, faut que je le décale de 3. Fait que 1, 2, 3. Ça devient un D. Après ça, le L, je le décale de 3, ça devient un O. Le O, je le décale de 3, ça devient un R. Un espace. Le L, on a déjà vu que c'est un O. Le A, on a vu que c'est un D. Le C, 1, 2, 3, c'est un F. O, D, S, 1, 2, 3, un V, V, puis E, 1, 2, 3, ça donnerait H. Avec ton programme, tu aurais genre quelque chose comme ça en entrée, puis tu aurais ça en sortie. Est-ce que c'est plus clair? Ben, ultimement, le principe, c'est que ce programme-là, il va falloir que tu le codes en assembleur, là, dans notre gentil simulateur de PEP8. Mais pour commencer, on va utiliser la classe PEP8 pour coder cet algorithme-là en Java simple en premier. Puis à partir de là, on va voir comment le traduire avec des instructions d'assembleur. Quand on va commencer à regarder c'est quoi ces différentes instructions-là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Excellent. Fait que, Félix. Oui. Fait que, oui, Java, c'est un paradigme d'orienté objet. En assembleur, il n'y a pas de paradigme. Donc, le principe, c'est qu'il n'y a même pas assez de fonctionnalité pour avoir un paradigme quelconque. C'est du pur procédural, en fait. S'il y a un paradigme à indiquer, c'est que tu fais juste être capable de faire avancer les instructions une après l'autre. On va voir qu'il y a certains éléments qui vont être assez différents de qu'est-ce qu'on a vu avec la programmation, mettons, orientée objet ou en fait de la programmation standard, là, parce que puisque tout est procédural, il y a même pas de principe de conditionnel en tant que tel.
ce qu'on a, ça va être la possibilité de sauter d'une ligne à l'autre directement. Là, ça va être à moi d'implémenter les conditionnels pour être capable de juste sauter au bon bout de code quand je le veux. Donc, le principe, c'est que c'est un peu le Far West, là, OK? Donc, plus on avance dans les langages de programmation, dans le niveau, OK? Donc, plus les langages est élevé, c'est plus c'est sécuritaire, plus le langage t'empêche de te tirer dans le pied. Ben, là, c'est un peu l'assembleur, c'est comme avoir une chainsaw, pas de casque, en sandales, OK? En plein milieu d'une foule qui a des chainsaws autour de toi. OK? C'est un peu ça la manière que je le vois. C'est très puissant. C'est très puissant. Mais c'est dangereux. Il faut faire attention. Donc ici, il y a une question. Est-ce que ça ressemble à un goto? Oui, le goto, en fait, c'est littéralement traduit en jump en assembleur. Puis, si vous avez eu quelques cours, vous avez sûrement vu que à chaque fois qu'on parle du goto, on te dit fais attention, c'est extrêmement dangereux. La majorité du temps, comme les enseignants sautent quelques étapes, puis ils disent de ne pas l'utiliser, ce qui est pas vrai. OK? Il y a des endroits où c'est que le go-to est intéressant, mais c'est effectivement une espèce de piège à ours. Une autre manière que j'aime ça représenter ça, c'est quand on commence à programmer, quand on commence en informatique, c'est comme commencer, mettons, genre, t'apportes quelqu'un à la chasse, tu veux pas y donner un piège à ours la première journée. OK? Oui, c'est un outil, oui, c'est utile, mais peut-être que tu veux le garder, OK, puis pas faire en sorte qu'il se chope une jambe la première journée. Fait que le go-to, c'est un peu le même principe, mais là, on n'aura pas le choix parce qu'on n'a pas d'autres mécanismes. Fait que on se lâche lousse, puis on va essayer de pas trop se tirer dans le pied. Par contre, pour pas que ce soit juste négatif ici, là, d'être capable d'avoir autant de gestion directe des éléments me permet d'accéder à un niveau d'efficacité, d'un niveau d'optimisation qui est inégalé. OK? Donc, ce qui arrive, l'assembleur, c'est encore utilisé aujourd'hui. C'est pas utilisé pour faire des programmes complets. OK? Nous autres, on va faire des programmes complets, là. Ben, des petits programmes. Mais même dans des gros programmes, ça va être utilisé pour les parties qui sont particulièrement intenses de manière computationnelle. Donc, quand j'ai besoin d'aller chercher le plus de jus d'un algorithme quelconque, souvent, ben, quand je veux vraiment aller chercher tout le jus, je vais aller chercher quelqu'un qui sait programmer en assembleur, puis qui est capable de prendre mon algorithme, puis de le synthétiser à sa forme la plus pure, qui est l'assembleur, puis le code machine. Louis. C'est correct, on va décortiquer ça. Descendre plus loin, là, ouais. Ouais. Fait que ici, pour ceux qui n'ont jamais été, lui il demande, si tu vas voir là, OK, parce que quand tu roules du code Java, mettons que tu as le systemout.println, tu peux aller voir le code qui implémente le println. Puis quand tu t'en vas voir le code de println, puis tu t'en vas voir les autres différentes implémentations de chacune des méthodes, à un certain point, tu arrives à le native function, OK, qui fait juste caller quelque chose, puis on dirait que ça part dans le néant. Si tu n'étais pas en Java, ça serait effectivement un appel à une autre librairie ou à un autre élément qui marche derrière. Là, ici, il faut faire attention. Dans le cas de Java, spécifiquement, c'est que Java marche sur une machine virtuelle. Okay? Le Java Virtual Machine, tu sais, quand il faut que tu installes Java pour rouler des applications de Java, c'est qu'il faut que tu installes un premier logiciel qui est capable de prendre d'autres applications puis de rouler les affaires dedans. Fait que les implémentations des fonctions de base existent dans cet élément-là, là, de la machine virtuelle de Java, qui, lui, est programmé dans un autre langage, en C, il me semble, là, pour être capable de se travailler sur le langage machine.
OK? Donc, c'est... Oui, comme quand tu arrives à un native, c'est comme à un niveau plus haut où c'est que tu peux pas aller le voir, mais dans le cas particulier de Java, c'est pas directement comme à l'assembleur la prochaine étape, mais derrière, t'as quelque chose, tu sais. Ben, c'est une nomenclature qui est spécifique à Java pour dire que c'est la machine virtuelle qui va avoir l'implémentation pour le système spécifique. Parce que le principe de Java, c'est d'être capable d'avoir un code qui roule sur un paquet d'ordi différents. Hein? Fait que quand tu es sur un ordi de Windows puis tu fais un système out println, ben lui, il faut qu'il aille chercher les différentes versions d'affichage des librairies de Windows. Mais quand tu es sur macOS et que tu roules le système out println, c'est pas les mêmes librairies puis c'est pas les mêmes appels de fonctions que sur Windows. Fait qu'il faut qu'il y ait une espèce de d'élément de traduction, qui est ça le but d'installer Java, d'avoir cet élément de base-là. Puis dans cet élément de base-là, c'est là qu'on dit qu'il y a des fonctions natives qui vont dépendre de l'architecture, qui va dépendre du système sur lequel tu es en train de l'utiliser. Fait que le principe, c'est, dans le cas de Java, quand il parle de native, c'est native au système sur lequel tu as installé Java. Où c'est que l'implémentation va, à ce point-là, dépendre de où ça a été installé, puis là, ça va être la librairie de Java que tu as installée qui va gérer ça. Alright. Puis ici, on a, quand on dit la JVM, la librairie de Java est programmée en Java. La JVM est en C++, là. OK? T'as pas le choix. Parce que Java, c'est pas un langage qui est compilé. Fait que t'as pas le choix à m'amener d'avoir une version qui est dans un autre langage pour être capable de travailler avec. Alright. Excellent. Fait que ça fait pas mal le tour. On fait une dernière vague de questions. Une question de Kim. Au prochain laboratoire, donc mercredi, il va y avoir une activité de création d'équipe. Ça va être à vous de créer vos propres équipes, donc vous allez pouvoir utiliser les différents canaux de communication pour jaser de ça. Mais ça va être des équipes de 2 ou 3 personnes. Vous pouvez commencer à vous jaser entre vous autres, mais mercredi, je vais demander d'avoir un temps spécifique pour que ça soit établi. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres interrogations? Ou sinon, ça ferait le tour de ce que je voulais voir avec vous ce matin. Une fois, 2 fois, 3 fois. Oh, une autre question de Kim. Rien pantoute. C'est pour ça que je donne des équipes jusqu'à 3 personnes, parce que t'es quand même 2 après. Puis le travail est fait à 2. Ah ben là... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problématique derrière. Là. Le but d'être en équipe, c'est pas pour que la charge de travail soit acceptable, c'est plus que vous ayez un environnement de collaboration intégré. Alright. Donc super. Ça va mettre donc fin à notre enregistrement de la journée.